La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous rencontrons Faten Boudina, une véritable passionnée de fleurs et de gourmandise. Un beau jour, elle s'est essayée à la création de crème de fleurs et ça a été un véritable déclic, il lui fallait en faire son métier. Et c'est ainsi qu'elle a créé la maison Crème des Crèmes. En créant des crèmes toujours plus originales et naturelles, Faten est devenue une référence pour les chefs pâtissiers et pâtissières pour qui elle crée des crèmes sur mesure. Et en 2021, elle a également ouvert une boutique pour vendre ses crèmes à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Pour goûter cela, rendez-vous au 8 rue Champ-Garnier à Paris. Au programme de cet épisode, la genèse de la maison Crème des Crèmes et l'envie de Faten de ne créer que des crèmes avec des produits non transformés et séchés à l'air libre, ce qui lui inspire ses nouveaux parfums de crème, mais aussi quelques astuces pour commencer à utiliser ces crèmes dans vos desserts. Lors de notre enregistrement, il y avait quelques travaux autour, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Faten. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Bah écoute, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Le Saint-Honoré. J'adore l'idée du chaud et de la crème. Je suis très crème en fait. Je suis très crème, donc ce qui explique pourquoi c'est crème des crèmes aussi. Ah oui, ça vient de là aussi le nom. Pas forcément, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est crémeux, mais il faut vraiment que ça soit bien fait et très très bien fait, je dirais. Et c'était quoi ta fleur préférée ? Ma fleur préférée de tout temps, ça a toujours été le géranium. Le géranium rosa, ça représente en fait toute ma vie depuis que je suis née donc en Tunisie, parce que c'était une fleur qu'on plantait pour faire des haies et pour avoir une certaine intimité entre les maisons, puisque voilà, la notion de voisinage était un peu particulière en Tunisie. Et du coup, les fleurs, c'était le meilleur moyen d'avoir des haies et ça poussait très très bien vu le climat et voilà. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que nous, on les connaît beaucoup plus en jardinière ou... Enfin, pas en haie ou quoi que ce soit, ni du coup... Oui, moi j'ai eu la chance d'évoluer avec une maman qui, quand elle s'est mariée pour gagner sa vie, a commencé à planter, à faire des montages... pas des montages, comment on appelle ça. Elle a commencé à travailler les fleurs en bac pour les fournir dans les appartements, mais aussi à faire des compositions, à planter dans les jardins. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment une très très grande chance d'évoluer entre les arbres fruitiers, les fleurs, l'œillet, le jasmin, le géranium, la lavande. On avait tout le temps du soleil, y compris en hiver. Et ce qui était remarquable aussi, c'est que en été, on jouait entre comment on appelle ça, les alambics où on faisait la distillation de fleurs. Ma grand-mère faisait ça pour avoir de l'eau de fleurs d'oranger, pour avoir de l'eau de géranium, de l'eau de menthe, etc. Donc les fleurs, c'est une grande histoire d'amour. Oui, t'as toujours été entourée de fleurs. Oui, absolument. Fleurs et fruits secs. Et tu participais déjà à la distillation, tout ce genre de choses ? Oui, enfin, on jouait beaucoup plus qu'on participait, mais c'est vrai que bon, c'était pas compliqué. Elle était dans le local qui était dans le jardin, une dépendance dans le jardin, et puis il y avait cette installation, ça sentait bon, il fallait qu'on cueille les fleurs, on faisait ça au mois d'août ou au mois de juillet, il y avait de la verveine au mois de juin, oui c'est ça, donc c'était en plein été, donc c'était pas compliqué, une fois que l'école était finie, on était à courir entre ses pattes avec tous les cousins, toutes les cousines. C'est agréable ça. Ouais, c'est super sympa, c'est une période qui est assez agréable, ouais.
C'est quoi ton dessert parfait pour un repas de dimanche midi? Le millefeuille. C'est lourd. C'est lourd, c'est un petit peu sucré, mais pareil, on a été habitué à ça. En fait, on faisait la course au millefeuille, donc après chaque repas, il fallait absolument faire le tour des pâtisseries pour trouver le meilleur millefeuille à déguster avec un café, donc pour les adultes, ou un thé vert à la menthe fraîche et au pignon. Donc le millefeuille, ouais. Ouais, le millefeuille, c'est vraiment le dimanche pour moi. Ouais. C'était quoi les saveurs de ta toute première crème, justement? Alors, ma toute première crème, c'était une crème à la noisette du Piémont. J'étais partie avec mon père pour faire mon baptême de noisette dans le Piémont, à Treviso, là où il y a les noisetiers. Et sous l'arbre, je regardais donc cette noisette fraîche. Il était en train de m'expliquer comment on reconnaît la Piémont et on fait la différence par rapport à une romaine, une tigiti, etc. Tout le jargon un petit peu technique. Et en goûtant à cette noisette, je me suis dit, oh, il faut absolument qu'on réussisse à avoir une pâte ou une crème qui soit vraiment exempte de transformation et de torréfaction, mais fraîche. Et donc j'ai commencé à travailler sur ça. C'était vraiment mes premiers exercices. Et donc, tu as fait un baptême de noisettes? C'est-à-dire que avant de me lancer dans ce métier, je travaillais au sein de la maison familiale et là j'ai dû connaître un petit peu plus le milieu du fruit sec. Et comme le fruit sec, je connais ça depuis toute petite, mais après j'ai fait des études de droit, donc c'était plus du tout ça ma carrière. Donc j'ai replongé dessus, donc on a visité les champs, on a vu les agriculteurs, j'ai compris comment ça poussait, ce dont elle avait besoin. Après j'ai fait un petit stage pour savoir un peu comment transformer la noisette, comment il fallait faire pour la torréfaction, pour le broyage, pour voilà, toutes sortes de process qui conduisent à avoir donc la pâte et puis après la crème, le praliné, etc. Et justement, une crème de noisette, enfin, tu vois, par rapport au praliné, par exemple, c'est quoi exactement la différence? Qu'est-ce que tu ajoutes pour que ça soit plus une crème qu'un praliné? Oui, alors crème, c'est vrai que ça peut induire en erreur. On peut s'imaginer qu'il y a forcément du lait ou de la matière grasse. La crème, pour moi, c'est la texture. Ça, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit que j'ai envie de présenter à ceux qui goûtent, c'est de leur donner une texture qui est vraiment différente. Quand on prend une noisette et qu'on la broie, on va avoir quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus granuleux, de plus grossier. Alors que quand on raffine la noisette, c'est-à-dire qu'on la travaille donc sur nos machines avec les billes qui tournent dans le sens contraire, on va pouvoir avoir une texture de confiture de lait, mais sans qu'on y rajoute quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça permet d'obtenir une texture qui est liquide, coulante. Ça permet d'obtenir une texture qui est beaucoup plus compacte, mais sans forcément qu'on puisse recourir au sucre ou aux ajouts. En gros, c'est vraiment une pâte de noisette, mais qui est travaillée de manière différente pour que ça ait une texture plus crémeuse. Voilà, et surtout qui est travaillé à partir d'un fruit qui n'a pas été transformé. Parce qu'un fruit, quand il passe en torréfaction, forcément, il va perdre de sa qualité. Mais en même temps, c'est une étape qui est obligatoire pour la conservation. Nous, pour pouvoir justement conserver ce fruit, ce qu'on fait, c'est qu'on le sèche à l'air libre, à l'abri du soleil. Donc ça permet vraiment de le conserver très très longtemps et de ne pas avoir la larve, le papillon, enfin tout ce qui se dégage quand le fruit ne passe pas au four. Et ça dure combien de temps justement cette pâte? Le séchage peut durer des semaines et des semaines. En gros, il faut compter une semaine à 10 jours pour pouvoir avoir une bonne noisette qui va pouvoir être stockée pendant 1 an, voire 1 an et demi. Ok, j'aurais pensé que ça pouvait être plus longtemps.
Parce que tu vois, comme c'est en plus pas au soleil, etc. En fait, on n'expose pas le fruit directement au soleil, il est juste sur des tapis de toile de jute, et il sèche à l'air libre. Donc, si vous voulez une noisette qui a été correctement irriguée et n'a pas subi de transformation, elle va sécher facilement. Ouais, oui. Tout comme la pistache. Et du coup, ta toute dernière crème, c'était à quelle saveur cette fois-ci? Alors, ma toute dernière crème, c'était... en fait, j'en ai deux. J'ai fait un peu un voyage autour du monde. J'ai travaillé une crème inspirée des gâteaux indiens dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Besan Laddu. C'est des petites bouchées indiennes qu'on offre pendant les mariages et les fêtes et la fête de la couleur notamment. Et donc, elle est composée d'amandes, de pois chiches, de cardamome et de safflower, de fleurs de cardamome. Et la deuxième crème, c'est une crème plutôt japonisante qui s'appelle Sancho. Et elle est travaillée avec des amandes, des baies de Sancho, du citron, un petit peu de cédra et du sucre de coco. Et c'est quoi le sancho pour être... Le sancho, ce sont des baies japonaises qui sont, quand elles sont mal dosées, elles peuvent anesthésier un peu le bout de la langue. Elles ont un petit côté un peu citronné, mentholé à la fois. Et si on les utilise, on les dose pas correctement, ça peut devenir problématique. Ça anesthésie légèrement la langue et ça donne des picotements. Mais quand elle est bien dosée, ça donne un goût qui est très très plaisant, un peu qui se rapproche du lemon curd, enfin vraiment quelque chose de très très sympa et de très agréable. Mais écoute, on va en parler justement plus en détail parce que maintenant, en deuxième partie, je voudrais vraiment parler des saveurs qui t'inspirent toi au quotidien. Et déjà, quand est-ce que, du coup, toi, t'as vraiment décidé de vraiment plus travailler les fleurs, du coup, les fruits secs, c'était un peu plus dans ta maison familiale. Mais est-ce que les fleurs, ça se faisait déjà aussi beaucoup en crème ou est-ce que c'est vraiment toi qui, à un moment, t'es dit, j'ai envie de le travailler plus en crème, tu vois, et l'intégrer en fait dans des préparations? Les fleurs, l'idée de travailler les fleurs a germé dans mon esprit depuis que j'ai commencé à travailler au sein de la maison familiale. Mais à l'époque, c'était, je crois, en 2012 ou 2013, quand je présentais des crèmes de lavande ou des crèmes ou des pâtes même pures de rose. C'est vrai que les pâtissiers ne comprenaient pas du tout ce que ça pouvait venir faire dans un dessert, parce que comme il n'y avait pas de sucre et que il n'y avait pas de rajout, c'était vraiment le pétale qui était raffiné et pur avec l'huile qui s'en dégage et tous les arômes. Ils ne comprenaient pas très bien comment on pouvait le rajouter. Donc on faisait souvent un test qui était un peu rigolo. Ramenez-nous un peu de crème, on va rajouter. Et une fois qu'on avait fait ça et qu'on goûte, effectivement, on peut s'en rendre compte. Mais les fleurs ne rentraient pas encore dans les mœurs dans la pâtisserie. C'était plutôt les fleurs fraîches pour décorer les salades de fruits, voilà, les pois de senteur, les choses comme ça. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, je dirais, je voulais vraiment développer des choses autour de ça et la maison familiale n'était pas le cadre approprié parce qu'on est vraiment sur des choses classiques comme les pâtes pures de fruits secs, les pralinés à l'ancienne, les caviars, donc de pistaches, etc. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit que j'allais faire du sur-mesure et présenter à chacun de mes clients sa propre collection. Et là, justement, j'ai fait une très belle rencontre d'une chef que j'aime beaucoup et qui est brillantissime, donc qui est Sophie de Bernardi, et qui adore elle aussi les fleurs. Oui, qui m'avait parlé de toi justement dans l'épisode que j'avais enregistré. Sophie, c'est vraiment une personne qui a su mettre l'accent sur mon travail et qui a su vraiment sublimer tout ce que la terre nous offre de très très beau, parce que c'est vrai que les fleurs c'est quelque chose de magique et ça pigmente naturellement, ça apporte des saveurs, des odeurs, ça fait du bien au moral, donc avec elle on a commencé ce travail il y a quelques années déjà, et donc mon premier coup de cœur c'était la crème de géranium.
Donc quand je lui avais présenté ça, je lui ai montré donc mon petit pot de crème timidement et elle m'a dit ah c'est génial mais c'est canon c'est canon. Elle a commencé à travailler ça avec des amandes, à faire ses essais et après elle a eu l'idée de travailler justement sa fameuse tarte au citron géranium qui est sublime et très très bonne et depuis on a pas mal développé et donc le bouche à oreille a fait que tous les chefs qui sont en quête de lumière, tous les chefs qui ont envie de voilà de concourir au championnat de France des desserts ou au meilleur ouvrier de France ou d'avoir les étoiles, bah, ils font appel à moi pour qu'on essaie de mettre au point des choses comme ça, des crèmes axées autour de fleurs ou d'agrumes ou même des associations pas uniquement composées de fleurs. Et ça, justement, est-ce qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure avec chaque chef ou est-ce que, en fait, toi, tu proposes, je sais pas, une gamme, justement, tu vois, la crème de géranium, là, par exemple, la crème Sancho, et ensuite, eux choisissent parmi cette crème ou est-ce que tu peux vraiment aussi créer avec eux et qu'en fait, eux te disent, je sais pas, j'aimerais quelque chose pour aller avec tel ingrédient et toi, en fait, tu crées un produit spécifique. Bah, ça dépend. Quand c'est moi qui appelle les chefs pour aller leur rendre visite et me présenter, j'essaie de savoir un peu quelles sont les orientations, donc à partir de leur dessert. Et là, j'essaie de créer 3-4 choses, pas plus, pour que le palais ne soit pas confus en goûtant différentes saveurs. Quand c'est les chefs qui m'appellent, j'essaie souvent aussi de savoir un minimum sur eux pour pouvoir leur présenter justement ce sur-mesure parce que chaque chef a vraiment des produits qu'il affectionne en particulier. Et à partir de là, j'essaie de présenter 2-3 produits. Je commence toujours par quelque chose qui est approximatif et je laisse à peu près ce que je soupçonne d'être au goût du chef en dernier pour lui permettre de monter les marches tranquillement en essayant en goûtant les crèmes. Et après, toi, comment ça se passe justement quand tu crées une nouvelle crème? Est-ce que tu pars, je sais pas, par exemple, là, la crème Sancho, est-ce que tu es parti des baies de Sancho et tu t'es dit avec quoi est-ce que je peux les mettre? Est-ce que, tu vois, est-ce que comme je ne me souviens plus du nom de celle qui a inspiré justement des petits gâteaux d'Inde, comment est-ce que ça se passe quand tu crées une nouvelle crème? La crème, elle vient souvent quand je goûte quelque chose et que je trouve que ce dessert ou cette bouchée est trop sucrée. Je me dis, ah bah tiens, ça me plaît beaucoup, j'ai envie de travailler ça. Donc par exemple, la Besan Laddu, c'est vraiment le nom indien. Quand je l'ai goûtée, elle était tellement sucrée que ça m'a véritablement brûlé la gorge, cette sensation horrible du sirop de glucose ou je sais pas ce qu'on nous met quand on va faire des analyses de sang parfois ou même voilà ce qu'on peut goûter et j'ai trouvé ça tellement horrible que je me suis dit que c'était dommage que la cardamome soit complètement comment dire cachée par ce sucre et c'est comme ça donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui a envie de goûter ça en ne le privant pas de sucre parce que le sucre est très bon quand même et que voilà on a envie de se faire plaisir, ça inhibe, c'est un antidépresseur, ça fait du bien et j'essaie aussi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est privé de sucre et qui n'arrive pas à manger correctement parce qu'il trouve du sucre partout. Donc c'est comme ça que je crée pour la Sancho par exemple. Quand j'ai goûté ces baies, j'étais tellement excitée, je ne comprenais absolument pas ce que voulait dire ces baies, donc j'ai fait des travaux de recherche, j'ai un petit peu compris. Et après, j'ai commencé à chercher pour comprendre comment on les utilise. Et au Japon, je me suis rendu compte que ces baies étaient utilisées pour conserver les poissons et pour permettre une conservation optimale des produits qui peuvent provoquer des intoxications s'il n'y a pas de réfrigération. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être sympa, peut-être que je peux faire ça avec des poissons, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à rechercher ce qui peut être intéressant à travailler avec la baie. C'est-à-dire qu'il peut vraiment donner un côté rond. Donc l'amande, elle est toujours très douce, mais en même temps, elle peut aller un peu partout. Le lait d'amande, on peut l'utiliser voilà, un petit peu partout. Donc, et après, ça m'a mis sur la piste du lemon curd, pareil, qui est toujours hyper sucré. Et c'est comme ça que j'ai imaginé. Si vous prenez cette crème de Sancho, c'est ce que je donne toujours comme conseil à tous les clients pour toutes les crèmes à peu près, c'est qu'à partir d'une crème, on peut à la fois
faire condimenter un plat salé, mais aussi un plat sucré, un latte le matin, un yaourt, le sucré, enfin voilà, toutes ces applications-là. Donc si on rajoute de la fleur de sel, des baies roses, on va avoir quelque chose de sympa avec un ceviche de poisson. Si on fait ça sur du fromage, ça va être bon. Voilà, c'est vraiment, tout doit être dosé minutieusement pour apporter vraiment ce petit twist dans la bouche enfin, ce goût qu'on garde, quoi, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de goûter. Et ça, c'est quelque chose, toi, dès le début, tu avais cette vision de... En fait, ces crèmes s'inscrivent aussi dans un plat, un dessert, et viennent agrémenter quelque chose. Oui, ça a toujours été parce que je me dis que les fruits secs sont quand même des produits qui ne sont pas toujours très donnés. La plupart des fruits secs viennent souvent pas d'Île-de-France. On va pas planter de la pistache en Île-de-France. On a de la bonne noisette, mais bon, ça reste quand même des quantités infimes. Donc, les fruits secs restent quand même très très chers. Et du coup, mon idée, c'est vraiment d'offrir un pot qui puisse à la fois servir en cuisine, en pâtisserie, qui peut se tartiner, enfin un produit qui peut se tartiner, un produit qu'on peut utiliser en glace, qu'on peut utiliser comme sucre et virer du coup le sucre qui n'est pas toujours super bon. Et toutes ces idées me viennent évidemment de mes enfants qui sont de grands mangeurs de yaourt. Souvent ils aiment bien les yaourts aux fruits qui sont finalement aromatisés où il n'y a pas de fruits. Donc c'est beaucoup mieux de prendre un yaourt, de couper des morceaux de fruits et de rajouter une petite cuillère. Il y a de l'amande, s'il n'y a pas d'amande, il y a de la pistache, il y a de la noisette et c'est toujours meilleur. Et après, oui, j'avais une question. Toutes les fleurs, parce que tu m'as parlé de plein de noms de fleurs ou de produits qui sont quand même, enfin, qu'on ne trouve pas du tout en France. Comment est-ce que toi, tu les as découverts? Tu vois, comment est-ce que tu continues de les découvrir? Enfin, parce que j'imagine qu'il y a encore plein de fleurs qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, pas ici. Et du coup, comment est-ce que tu as fait, enfin, par exemple, le Sancho, et je sais plus, hein, enfin, il y en a plein d'autres, quoi, mais... Alors, les fleurs, je les connais parce que je cherche toujours de très très bonnes fleurs et je suis toujours curieuse d'un petit peu tout. Donc, j'ai l'énorme chance d'avoir des producteurs et des personnes autour de moi qui viennent parfois à moi à travers les réseaux sociaux pour me proposer leurs produits. Ça, c'est quand même non négligeable. Et pour l'instant, bah, je n'ai fait que de super rencontres de personnes que j'aurais pas pu rencontrer si j'étais dans la rue ou même dans les salons. Donc, c'est comme ça que je me fournis essentiellement en faisant un travail de recherche ou alors je laisse venir, je suis curieuse. C'est-à-dire, je ne refuse jamais une personne qui va me proposer quelque chose, y compris de la pistache, alors que pour la pistache et les fruits secs, je me ravitaille souvent dans les champs familiaux, puisque j'ai cette chance de pouvoir avoir des fruits dont la traçabilité voilà, est, parfaite parce que je vois comment c'est séché, comment c'est cueilli. On fait, voilà, tout ça est mis sur palette et sur container. Ça arrive une fois par an, donc on essaie même d'avoir un impact écologique en ramenant nos palettes pour ramener tout en même temps. Enfin voilà. Et donc les fleurs, pour revenir aux fleurs, donc je les source en cherchant. Voilà, en cherchant. Pas forcément chez des agriculteurs, pas forcément dans les champs où ils font pousser des fleurs pour les nez et pour les parfumeurs. Mais en essayant toujours de cibler, je sais que le jasmin, pour moi, le meilleur jasmin, c'est le jasmin de Tunisie. Donc forcément, je vais me sourcer là-bas et je travaille avec une coopérative qui emploie des personnes qui sont dans l'insertion et qui sont en train de se refaire un petit peu. Donc c'est plutôt une démarche qui est chouette. Et après, voilà, le géranium, ça pousse sauvagement donc, dans les champs, donc il est séché et puis après il est rapatrié ici. Et pour les fleurs exotiques, je travaille avec Jean-Christophe Gadra, qui est une personne qui a une connaissance remarquable au niveau des fleurs. Pour l'été, par exemple, je me ravitaille chez Lydia Gauthier, qui est sommelière et experte en thé. Donc, je fais confiance en fait aux personnes qui sont du domaine pour me ramener les meilleurs produits possibles.
Et quand tu vois par exemple une fleur que tu ne connaissais pas, enfin on te présente en te disant telle fleur est délicieuse, comment est-ce que tu fais toi pour la goûter? Tu vois, est-ce que du coup tu en extrais, enfin tu fais de l'extrait de cette fleur-là? Est-ce que tu la manges comme ça directement fraîche? Enfin tu vois, comment tu fais pour la goûter et ensuite arriver à l'associer? Parce que il faut la Ouais. goûter pour pouvoir l'associer à d'autres Oui, oui, produits. oui, bien sûr, c'est très important. Mais moi, avant de goûter, j'ai une autre sensibilité, c'est le nez. Ouais. C'est ça ce qui me permet vraiment de comprendre où je vais. Dès que je rentre dans un endroit, je suis capable vraiment de déceler les odeurs, mais une à une, des plus, des plus mauvaises jusqu'aux meilleures, donc aux bonnes odeurs, mais carrément. Donc j'ai un nez qui est très sensible à ça. Mais plus sérieusement, pour répondre à ta question, par exemple, l'os menthe, je ne la connaissais pas avant de la travailler. Donc un jour, j'ai vu un dessert. Non, un jour, je suis rentrée dans un magasin de thé japonais, pardon, chinois, c'est très important. Et là, donc, le monsieur m'a proposé un thé à l'os menthe. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est l'os menthe. Il m'a expliqué que c'était une fleur qui était très prisée, alors que moi, je pensais que c'était une fleur qui était très prisée au Japon. Donc, il me la montre. Donc, j'achète sans comprendre ce que c'est. Je la sens. Je constate qu'il y a un arrière-goût un petit peu ambré qui me rappelle à moi, hein, c'est personnel les expériences, le raisin de Corinthe, qui est souvent très, très, très ambré et mielleux. Et donc, deuxième étape, j'infuse les fleurs pour savoir quel est jusqu'où on peut pousser. Ça, c'est une tactique que Monsieur Ben Ghanem, le chef pâtissier du Trianon Palace, m'avait apprise. À tous les coups que je lui proposais une crème ou que je lui présentais quelque chose, il faisait infuser et il laissait reposer pour voir un peu ce qui se dégageait comme capital de cette fleur. Donc moi, je les infuse, je les bois et une fois que je les bois, je me mets devant et puis j'essaie de faire un tour avec les yeux pour comprendre sur quel fruit sec je vais jeter mon dévolu. Et donc par rapport à l'osmande, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante avec la noisette. Donc c'est comme ça que j'ai pu travailler mon jandouillat de noisette à l'osmande et au raisin, sucré au raisin. C'est comme ça que je crée un monde autour d'une fleur en y associant le fruit sec et le sucre qu'il faut. J'essaie de rester dans 3 produits, pas plus, pour que le goût soit franc en bouche. Ouais, mais c'est très intéressant. Et donc finalement, tu te rapproches quand même des nez, à savoir un peu à l'odeur, qu'est-ce qui pourrait aller. Enfin, en fait, presque, c'est ça, c'est presque un parfum, mais qu'on peut manger, Oui, quoi. oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aurais peut-être pu faire une carrière de nez, mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai toujours besoin de sentir. Même quand je vais dans un restaurant, ça se fait pas du tout. Mais quand j'ai un plat, ou même quand j'ai de l'eau qui est parfumée, ou bah, le vin, c'est classique, j'ai toujours besoin de sentir pour comprendre. Et c'est à partir de là que bah, je peux savoir que là, il y a de l'amande amère, là, il y a de la lavande. Voilà, je commence toujours avec le nez, ensuite je fais infuser. Si je fais pas infuser, je laisse vieillir et puis voilà quoi. Et donc après, tout à l'heure, tu me disais que c'est toi aussi, enfin, tu sèches tes propres fleurs. Quand tu travailles les fleurs, donc tu les travailles à la fois justement séchées et directement intégrées, il me semble, dans des crèmes. Enfin, il y en avait une pistache rose, non? Oui, tout à fait, pistache, rose, figue, oui. Et ensuite, enfin, tu le fais aussi en version extrait de fleurs. Est-ce que tu les travailles d'autres manières? Comment est-ce que à chaque fois, enfin, tu vois par exemple un extrait de fleurs, comment est-ce que ça se fabrique? Alors, l'extrait de fleurs, c'est l'huile essentielle, on est en train de parler de ça. Je ne travaille pas, c'est pas mon travail, l'huile. Ça, ce sont des hydrolats, ce sont des eaux de fleurs. En fait, la différence, c'est que je ne connais pas le milieu des huiles essentielles. Ce que je sais, c'est que quand je travaille à partir de mon bouton de rose ou du pétale d'une fleur ou d'une tige, si je vais la travailler en crème, donc il faut qu'elle soit très très bien séchée parce que s'il y a de l'eau, ça va avarier mon produit. Donc l'eau, c'est l'ennemi de ce que je travaille. Moi, je travaille sur une base d'huile. J'ai toujours besoin d'avoir du lipide. C'est ça ce qui conserve mes produits. Là, ce que tu as, c'est de l'hydrolat. L'hydrolat, une distillation par entraînement à la vapeur. C'est-à-dire que tu as un alambic où tu poses tes pétales, tes boutons, tes tiges, ça dépend de ce que tu veux distiller. Tu le mets et puis après tu allumes le feu, donc ça chauffe
Et donc l'eau des fleurs va tomber, et puis après effectivement il y a de l'huile aussi qui va se dégager. C'est ce qu'on voit dans le néroli ou la fleur d'orange, et c'est pour ça que la couleur elle est un peu blanc miel, parce qu'il y a de l'huile aussi qui se mélange. Donc ça c'est plutôt les eaux, et ces eaux là on peut les utiliser donc comme je te l'ai dit, pour condimenter les salades, mais aussi pour la peau, enfin dans la cosmétique. Et donc moi c'est ça le travail que je fais pour les eaux. C'est tout à fait nouveau, je l'ai intégré depuis que j'ai mon point de vente ici, pour justement montrer ce qu'on peut obtenir à partir d'une fleur. D'accord, oui, mais du coup, donc, oui, donc c'est pas du tout le même travail. Non, ce que tu retrouveras dans une crème, dans ma crème de pistache à la rose, ça sera vraiment le bouton de rose, la fleur séchée qui est travaillée en pâte pure, qui a cette couleur-là, qui est rose. Et l'eau qui est ici ne peut pas être compatible avec la crème, parce que ça va varier le produit. Ça ne se conserve pas, ou alors ça devrait aller au réfrigérateur. Mais ce n'est pas l'esprit. Je travaille sur un support sec. D'accord. Oui, toujours les crèmes, mais par contre... Toujours un support sec, parce que ça se conserve à température ambiante. En revanche, si j'ai envie de travailler, par exemple, ce qui peut se passer, une bouchée, par exemple, avec de la pistache et du jasmin, si par exemple je choisis de travailler la pistache avec un peu d'hydrolat de jasmin, quelques gouttes, bah, ça devra être conservé au réfrigérateur et être mangé sous 3 à 4 jours maximum. Et là, donc, voilà, on peut travailler ça. Mais moi, dans ce que je fais, c'est des pots qui sont où l'eau ne doit pas avoir sa place. Oui, du coup, à l'origine, tu travaillais vraiment beaucoup avec les chefs, et exclusivement avec les chefs. Et donc, tu viens d'ouvrir une boutique aussi pour le grand public, enfin pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as décidé aussi de lancer une gamme pour tout le monde? Et est-ce que ce sont des crèmes que tu as repris justement d'autres collaborations que tu avais faites? Est-ce que tu les as créées sur mesure? Oui, en fait j'ai travaillé comme tout le monde avec donc mes clients professionnels qui sont des chefs et des épiceries et des maraîchers. Et à chacun, donc, je donne sa propre collection en fonction des quartiers, en fonction des goûts de chacun. Et comme tout le monde, j'ai été touchée par la crise donc sanitaire depuis 1 an et demi. Et là, mon activité a été stoppée net, parce que il y avait plus de, enfin, les chefs étaient étaient chez eux. Les restaurants étaient à peu près fermés, et les épiceries moyennement ouvertes, et même si elles étaient ouvertes, elles n'étaient pas là pour référencer des crèmes et des choses comme ça. Donc j'ai eu l'idée de commencer à fournir des hôpitaux pour les aider, puisque j'avais du stock sur le dos. Et à partir de là, un groupe d'amis autour de moi m'a dit: allez, viens, fais-nous des crèmes Bradley, ou fais-nous du 50%, on va en acheter pour t'aider à t'en sortir. Et donc j'ai fait des collections, et ça a très très bien marché. On m'a dit: ah, c'est compliqué, il faut toujours t'appeler, pourquoi tu fais pas un site en ligne? Donc je me suis dit, bon, je vais faire 4-5 crèmes, je vais les mettre en ligne. Et à partir de là, on a commencé à me dire: ah bah non, mais tiens, mais fais-nous aussi, est-ce que tu peux faire, puisque c'est du sur-mesure. Donc je me suis dit, bon, je vais développer la gamme, je vais travailler des fruits rôtis qui peuvent être utilisés en granola, qui peuvent être utilisés en topping de gâteau, etc. Et je candidatais depuis à peu près 3 ans pour avoir un local où je peux à la fois recevoir et travailler en même temps. Et j'ai eu donc une réponse positive pendant le confinement, et je devais prendre ma décision, même si la crise ne le permettait pas. Donc je me suis dit: ok, je vais me lancer, je ne vais pas laisser 30 mètres carrés à cause de la crise, et je vais travailler. Et donc j'ai eu ce local, et j'ai ouvert pendant le confinement, sauf que j'ai pas pu faire d'inauguration, j'ai pas pu recevoir correctement. Et pour le deuxième confinement, j'ai dû fermer, puisque j'étais pas dans les clous pour avoir une ouverture. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit que j'allais pas laisser tomber mes clients, j'allais continuer à les ravitailler,
puisqu'ils ont rouvert, mais d'une autre manière. Donc je me suis réinventée. Je me suis dit que j'allais ouvrir pour le grand public, présenter une gamme qui est beaucoup plus vaste avec des chocolats et justement travailler avec ces chefs qui ne travaillaient plus. Donc j'ai réalisé des chocolats avec Sophie, j'ai fait faire des petits gâteaux de voyage, j'ai travaillé des poudres, des blindes de fleurs, j'ai rajouté des parfums puisque je suis très sensible aux odeurs de jardin d'écrivain. J'ai fait faire mes hydrolats et donc je les conditionne ici maintenant que j'ai l'atelier. Et là, donc, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir jongler sur tous les fronts, donc je vais recevoir ma clientèle sur rendez-vous. Comme ça, je peux me consacrer, expliquer mon travail et aussi pouvoir continuer à servir mes clients qui sont quand même très importants puisque ils sont là et que je dois m'adapter à leurs besoins. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu vois, je trouve que pour le grand public, ce qui est aussi chouette, c'est de découvrir des nouveaux goûts qu'on trouve très très peu. Et que tu vois, finalement, si on aime faire des desserts, etc., on peut ajouter une petite touche de quelque chose qui va tout de suite amener un petit goût original qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et je pense que les gens, enfin, tu vois, ont envie aussi de goûter ce genre de choses. Et je sais que justement, quand j'avais enregistré l'épisode avec Sophie qui parlait de ta crème au géranium, j'avais reçu justement des messages de gens qui me demandaient où est-ce qu'on pouvait s'en procurer. Parce que tu vois, je pense qu'effectivement, les gens recherchent aussi ça. Et c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir dire bah oui, tiens, j'ai assaisonné mon poisson avec une petite crème Sancho. Enfin, tu vois, c'est... Oui, les gens sont en demande parce qu'ils ont eu le temps de cuisiner et de pâtisser pendant un long moment. Et que de toute façon, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, même là, pour les vacances, je vois les gens autour de moi, ils ont envie d'être bien chez eux. Donc, ils achètent des objets de déco, ils achètent des meubles, ils refont leur cuisine et ils ont vraiment envie. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'au-delà de l'odeur et de la saveur, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir une couleur qui n'est pas forcément du fait d'un colorant qu'on achète dans un magasin de pâtisserie. Moi, je trouve que c'est pas véritablement, mais finalement, si on compare les prix, on va être peut-être calé, on va être sur le même niveau de prix, alors que là, on est sur une tige et de la fleur, et qu'ailleurs, on est sur du colorant où il y a du E, etc. Donc, c'est vraiment un parti pris. Après, ce que tu ignores sans doute, et que peut-être ce que tout le monde ignore, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler ces crèmes, mon pari, c'était de rentrer dans les cantines scolaires. Donc, j'ai commencé à démarcher la Sogérès pour rentrer des petits pots ou des petites bouchées à l'heure du goûter. Parce que mes enfants, quand je devais les laisser à l'élémentaire et à la maternelle, et ben à 16 heures, le goûter, c'était le petit truc qu'il fallait déballer une fois, deux fois, trois fois. Et moi, les miens, la plupart du temps, ils rentraient avec dans leur sac parce qu'ils n'aiment pas. Parce que pour le goûter, ils prennent un fruit, une poignée d'amandes. Alors peut-être pas quand ils sont en bas âge, donc à la maternelle ou même encore plus jeunes. Mais c'était ça. Donc je n'ai eu aucune oreille, j'ai pas eu de retour. J'ai continué à déposer mon dossier une fois, deux fois, trois fois, en insistant sur le fait que c'est fabriqué à Paris, que c'est artisanal, que c'est pas en grosse quantité, les allergènes, tout ça. Et c'est ça en fait mon pari. Donc c'est pour ça que même au niveau des prix, j'ai vraiment pris le parti d'être toujours dans un kilo, toujours dans une fourchette de prix qui fait que le kilo, il varie de 29 à 45 euros maximum, 50 quand c'est vraiment du pignon de pain. C'est quelque chose qu'on retrouve quand on va acheter en vrac les fruits secs dans les magasins bio ou même... voilà, donc c'est ça l'idée, c'est vraiment faire goûter et faire découvrir ces choses-là pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça, c'est vrai. Et mais tu vois, je pense qu'il faut vraiment aussi une éducation au goût, enfin, pour pouvoir découvrir justement tous ces goûts-là, etc. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, je sais pas, effectivement, si dans les cantines, on pouvait avoir l'occasion de goûter le goût du jasmin ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça change. Ça change, mais on est encore très très loin de ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec la tablée des chefs.
Et j'ai donné des cours pour apprendre justement à manger des choses avec le zéro gaspillage, etc. Et donc c'était dans des collèges où on s'est retrouvé une fois à faire une mousse au chocolat avec les équipes de Monsieur Hermé qui sont venus. Et on a travaillé donc avec la maison Valrhona du chocolat qui avait ramené les pistoles, qui avait ramené les fèves, etc. Et les enfants quand même, enfin c'était pas des enfants, je dirais les adolescents qui avaient quand même 15-16 ans, ne connaissaient absolument pas le goût du chocolat. Enfin, on leur montrait des tablettes, on leur demandait de choisir entre ces tablettes ce qui leur plaisait le plus. Le chocolat noir, c'était hors de question, même de comprendre ce que c'est. Et même de savoir pourquoi est-ce qu'il est meilleur que le chocolat au lait. Le chocolat au lait, ça allait, mais c'était le beurre de cacao, le chocolat blanc qui plaisait le plus et qui était à 70% de sucre, etc. Et donc la mousse au chocolat, ils ont rajouté du sucre derrière, ils n'ont pas aimé. Oui, 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 là on était vraiment quand même dans un collège départemental, alors je dis 15 ans, peut-être 14-15 ans, parce qu'après c'est plus le lycée. Et c'est vrai que, voilà, on a eu l'occasion aussi une fois de travailler sur un crumble de pommes. Je leur ai dit que la peau, il fallait pas la jeter, que c'était la partie la plus importante. Oui, mais c'est acide, c'est ci, c'est ça, etc. Donc on avait un four, je leur ai montré comment on pouvait mettre les pelures et rajouter un peu de sucre complet pour donner ce côté croquant, mettre ça au four pendant 15 minutes et avoir des chips de pommes. Et ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps. Au lieu de se jeter sur une pomme, automatiquement, on va se jeter sur un petit biscuit qui est empaqueté. Au lieu de prendre une poignée de fruits secs, on va aller plutôt se jeter sur ce qui est normal parce que voilà, tous les parents ne font pas ça. Mais aussi à l'échelle nationale aussi, enfin, on est un peu en retard, je dirais, parce que c'est quand même important l'alimentation. C'est autour d'une table qu'on s'amuse, c'est autour d'une table qu'on pique les plus grands fous rires. Quand on est en train de manger, on pense déjà à ce qu'on va manger le soir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui reste convivial et sympa, la nourriture. Donc, c'est important de bien manger. Non, mais c'est sûr, mais tu vois, plus je pense que c'est vrai que, enfin là, le chocolat, tu vois, je pense que les industriels, ça joue beaucoup parce qu'en fait, enfin, le chocolat industriel n'a pas du tout le même goût que du chocolat Valrhona, qui pour le coup est beaucoup plus, enfin, tu vois, a beaucoup plus de saveur. Et en fait, je trouve il n'y a que sur des vrais chocolats qu'on peut voir que même du chocolat au lait, selon son taux de pourcentage, il n'aura pas la même saveur, etc. Et en fait, pour moi, il y a une vraie éducation, tu vois, qui doit être faite derrière ça. Oui, 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 il y a une vraie éducation et au prix, et aussi il y a un effort qui est vraiment à faire au niveau des prix parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un chocolat quand bien même artisanal. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'aller acheter 70 grammes là, les petites enfin, tablettes de chocolat qui sont quand même à 7-9 euros. C'est tout de suite vu quand on voit qu'il y en a 3 ou 4 en grande distribution et que les enfants ils en vont en manger à volonté. On n'a pas, il y a un effort véritable à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que, en ce qui me concerne et enfin, à mon niveau, à moi, même à petite échelle, j'essaie vraiment de tenir mes prix pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse goûter en faisant des pots familiaux, en faisant des petits pots, etc. Mais moi, je n'ai pas la capacité et je n'ai pas les possibilités de la grande distribution ni des grandes maisons. Je fais ça vraiment par... voilà, je dors, je me lève et puis off, j'ai envie de faire une nouvelle crème, quelque chose de nouveau. Donc voilà, forcément, tout le monde n'a pas forcément les mêmes possibilités. Mais en tout cas, tu vois, je trouve ça quand même très intéressant, justement, grâce à tes crèmes, d'avoir l'occasion de goûter des produits qu'on trouve nulle part, enfin, ou alors qui sont très compliqués à trouver, dans le sens où c'est vrai que enfin, tu utilises des matières premières qui sont pas forcément, enfin, tu vois, que tu importes, etc., et qu'on connaît pas forcément dans nos goûts, enfin, dans notre palette de saveurs Oui. habituelles, entre guillemets. Oui, alors j'utilise pas mal de matières effectivement que j'importe, mais j'utilise aussi beaucoup de matières locales, matières premières locales aussi, comme les graines de lin, le chanvre, des choses comme ça. Quand je peux me ravitailler ici, évidemment, c'est ce que je fais en premier lieu parce que ça reste important.
toutes les herbes, les plantes comme la verveine, etc. Ça vient du sud de la France. Quand je peux plus avoir mon géranium en Tunisie, vu ce qui se passe en ce moment, effectivement, je me rabats sur le sud. Après, ce que je ramène de l'étranger reste quand même un coup de cœur et un peu comment dirais-je, un hymne à mes origines, parce que ça me permet d'aider aussi mon pays de naissance, ça me permet aussi d'aider des pays que j'aime beaucoup et que j'affectionne, mais vraiment à petite échelle toujours. Maintenant, effectivement, ça reste des produits de niche, mais qu'on peut aussi tout à fait faire à la maison en suivant ne serait-ce que la liste des ingrédients. Donc, l'idée première, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses. Voilà, c'est ça ce qui est très très important. Au lieu de courir à acheter les choses toutes prêtes qui vont pas forcément être les meilleures, prendre le temps parce que c'est un moment de partage avec ses enfants, en famille, même avec ses invités. C'est super chouette de pouvoir faire des choses comme ça. C'est la cardamome, ça se trouve même dans un supermarché aujourd'hui. Donc Oui, c'est ça, mais tu vois, je trouve tu que vois, c'est quand on sait pas, enfin tu vois, là toi tu disais pour le goûter, je fais des infusions, etc. Mais si admettons, tu vois, on connaît pas du tout le goût de la cardamome, ben, je trouve que c'est un bon moyen de le découvrir, de le faire goûter à d'autres gens en disant, bah absolument. tiens, Oui, goûte, oui, c'est tu vois, très ça... important. Ce qui est important aussi, Léa, c'est de beaucoup aussi se documenter et de s'ouvrir sur les autres cultures. Parce que c'est vrai que la France est un pays qui est reconnu pour sa gastronomie et pour sa pâtisserie, mais la terre est un terroir à ciel ouvert. Enfin, on a des produits dans le monde qui sont fabuleux. Je vois aux États-Unis, par exemple, qui n'est forcément pas un modèle en termes d'alimentation, mais ils travaillent beaucoup les racines, les champignons, les produits adaptogènes qui sont très très bons et qui empêchent, par exemple, qu'on recourt à une certaine médication. Donc eux, ça fait déjà plus de 15 ans qu'ils sont dans cette dynamique-là. Nous, ça fait 1 an et demi ou deux que voilà, des foodistas, des blogueurs nous parlent de ça, l'ashwagandha, etc., etc. Et cetera. Et quand on a envie de connaître ce produit, on est obligé de payer très très cher un produit ou de passer par des plateformes de livraison qui sont pas toujours comment dire, très 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 éthiques. Donc c'est important de démocratiser. Et c'est important de se documenter et de comprendre. Moi, l'osmande, je ne savais pas ce que c'est. Je rentre chez moi, je me mets sur l'ordi si j'ai la flemme de lire, et puis hop, on peut comprendre ce que c'est. Enfin, voilà, c'est important. Ça développe l'esprit, ça développe l'imagination et ça permet vraiment d'apprendre plein de petites choses quoi, qui sont sympas. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu vois, même là déjà, justement, le fait que toi tu utilises des produits enfin, qui sont un peu, pas hors du commun, mais enfin voilà, Qui existent, on va dire. c'est ça, qui existent, mais qu'on ne connaît pas forcément énormément, mais je trouve que, tu vois, ça permet juste de connaître des noms et se dire, ah tiens, qu'est-ce que c'est, quel Voilà, goût ça exactement. a, Et puis ça intéresse et du coup on a envie de savoir, on fait des recherches et pourquoi pas. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes pâtissiers qui se lancent dans ce genre de choses et qui ont envie de connaître et qui ont envie de savoir. Donc on a de très très bons desserts qui sont faits avec des choses comme ça et c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres? Est-ce que c'est la noisette? Oh là là, la pistache. Je raffole de la pistache. Je crois que je peux tomber dans le pot et ne plus me relever à la cuillère. La pistache, la noisette et la menthe, c'est un trio d'enfer pour nous. C'est, c'est quelque chose. Je sais pas si j'arrive à faire des choses sans pistache, noisette et amande. Je réfléchis. Même dans un riz, je suis capable de mettre ça. Et au contraire, est-ce qu'il y en a un pour le coup qui te donne plus de fil à retordre, que t'aimes bien utiliser mais qui est plus compliqué à appréhender? Ouais, c'est la pistache. Ah aussi? Ah oui, elle est terrible la pistache. C'est l'impératrice des fruits secs, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée à travailler. Je réussis à travailler la noix de macadamia, qui est rebelle. Je réussis à travailler la noix du Brésil, qui est amère et sans intérêt et moche. Mais la pistache, en fait, elle est tellement bonne et elle est tellement capricieuse qu'elle ne supporte absolument pas la médiocrité.
Et la pire des choses pour moi, c'est de présenter une pistache sucrée. C'est vraiment un crime de lèse-majesté. Je ne sais pas si ça se comprend ce que je dis, mais la pistache, quand on la met en bouche, on a on a un cahier de charge qui est assez bien rempli au niveau du sucre, au niveau du gras, au niveau du côté grillé, du côté cacahuète, de la noix de cajou. En fait, on ne sait pas bien où on met les pieds. Quand elle commence à être légèrement torréfiée, ça devient un festival de saveurs dans la bouche parce que voilà. Et ce qui est horrible, c'est une pistache qui est très salée ou très sucrée. Donc à mon sens, pour avoir quelque chose de bon, il faut jamais dépasser 2 à 3 produits. Il faut toujours imaginer de pouvoir soit la sucrer ou la saler et lui rajouter le petit twist de parfum, mais sans trop non plus que ça prenne le dessus. Donc moi, par exemple, je la travaille avec la rose et la figue parce que je trouve elle est bien à sa place avec ces deux ingrédients. Mais à côté de ça, par exemple, pendant les fêtes et aussi, pendant la cueillette de la saison de la truffe noire, je la travaille, donc je la rôtis avec de la truffe noire et un petit choya de fleurs de sel et c'est vraiment on s'arrête plus quand on commence à la déguster. En fait, on déguste pas, on mange, on l'engloutit, ouais, tellement elle est bonne. Et la pistache, vraiment, c'est quelque chose de fabuleux, vraiment. Est-ce que tu as un conseil justement à me donner si je veux utiliser un de tes produits dans un dessert? Déjà, lequel est-ce que toi tu privilégierais? Et ensuite, comment est-ce que c'est mieux de le faire? Alors, ça dépendra de ta préférence pour un fruit sec. Donc, je te demanderai d'abord quel est ton fruit sec préféré. Qu'est-ce que tu aimes comme fruit sec? On va dire la noisette. La noisette, un bon Paris-Brest, par exemple. Voilà. Exactement, on est d'accord. Donc, moi, je te conseillerais mon jandouillat à l'os menthe. Parce que la noisette a une torréfaction qui est un petit peu poussée. C'est pas, elle est donc du coup, elle va ressortir dans ton Paris-Brest correctement parce qu'il faut que la torréfaction, ça soit pas brûlé, mais ça soit pas non plus moyen. Il faut qu'elle soit juste. Et elle est sucrée au raisin. Le raisin est quand même un des fruits les plus sucrés. Donc c'est plutôt sympa. Et l'os menthe, elle lui apporte un petit côté floral, mais sans trop. Donc c'est ça ce que je te conseillerais. Et pour faire ton Paris-Brest, donc il faut que tu te débrouilles pour trouver de la pâte à choux, parce que moi je ne sais pas en faire. Après il faut que tu prennes de la crème, une bonne crème bien comme on aime. Tu mets 2 cuillères de cette crème-là. Tu mélanges au blender ou à la main, tout bêtement. Tu mets dans une poche ou tu prends à la cuillère. Hein. On reste vraiment dans des choses de ménagère très simples et basiques. Et puis après, donc tu garnis ton chou. Tu réserves un petit peu au réfrigérateur. Tu prends des noisettes que tu mous au mortier. Tu décores et tu mets quand même un petit pot au cas où si jamais tu as envie, un petit pot de cette crème-là au cas où si jamais tu as envie de rajouter. Et voilà, ça c'est une recette assez basique que je fais à mes enfants ou que je fais même comme ça. Très bien, bah écoute, j'essaierai. Et bah écoute, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ah. Déjà, si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Je serais une rose. Ah bah j'allais te demander justement si t'étais une fleur en plus. Et ben moi j'ai devancé les étapes. Donc je serais tout de suite une rose. Pourquoi? Parce que j'aime cette odeur. Cette odeur me réconforte énormément. C'est marrant, mais c'est à la fois une odeur de grand-mère, donc c'est un peu has-been. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Parce que c'est la sécurité, parce que c'est l'affection, c'est la peau de la grand-mère, enfin c'est tout ça. Parce que aussi c'est le propre. La rose pour moi, ça me rappelle beaucoup le propre. Parce que ça me rappelle aussi le spa, le hammam, donc le luxe, la détente. Et c'est quoi ton alliance préférée avec la rose, ton alliance de saveurs? Alors j'aime beaucoup la rose avec la pistache, donc ça c'est ce que j'ai fait. Mais aussi j'aime beaucoup la rose dans la semoule. J'aime beaucoup la semoule. Généralement, quand on fait de la semoule dans les sociétés, dans les pays donc maghrébins et en particulier au Maroc, on met de la cannelle quand on fait le couscous. C'est ça la semoule. Nous en Tunisie, quand on fait le couscous au poisson, on parfume la semoule avec la rose.
De la rose séchée? Oui, en poudre, ouais, exactement. C'est très très bon. C'est délicat, c'est raffiné, c'est bon. En fait, on sait pas, mais voilà, c'est super sympa. Et avec du poisson, du coup. Oui, le poisson, c'est que je te dise pas de bêtises, c'est le mérou. Voilà, c'est le couscous au mérou avec le mérou, donc le couscous avec la rose parfumée, donc la semoule parfumée à la poudre de rose, avec du mérou et des raisins de Corinthe. Toujours dans le couscous, ça fait. Ouais, c'est vraiment une corrélation. C'est quoi ton péché mignon? Les fruits, j'adore les fruits. Les fruits frais, je raffole de ça. J'aime beaucoup les fruits. Je suis capable de me nourrir exclusivement à base de fruits. Je commence ma matinée, ma matinée donc, et mon réveil, il est voilà, fruité. Et j'aime beaucoup, ça me réconforte, pareil. J'ai toujours besoin de réconfort et je trouve que les couleurs, l'association, le bol que tu vas mettre avec quelques fruits secs, pourquoi pas, et tout, t'as vite fait le tour entre un peu de melon, une nectarine, un abricot, enfin voilà, c'est une poésie à tous les coups, mais bon. Puis c'est vrai que juste une salade de fruits toute simple, mais c'est très coloré, donc ça donne tout de suite Carpaccio, voilà, de kiwi ou n'importe quel fruit est bon. Et si tu devais créer une nouvelle crème qui évoque le printemps, qu'est-ce que tu ferais et quelle fleur est-ce que tu utiliserais? Quelle fleur est-ce que tu mettrais à l'honneur? L'arrivée du printemps est tellement colorée pour moi. La pivoine. Oui, la pivoine, sans hésiter, même si elle arrive à la fin du mois de mai, mais je dirais la pivoine. Parce que la pivoine est ma fleur préférée pour décorer donc, ma maison. Mais quand on veut me faire plaisir, il faut m'offrir des pivoines. J'adore ça. Je les aime. Toutes les couleurs sont les bienvenues. Rose, blanche, toutes. Et si je devais faire une crème, je la ferais comme ça. J'ai déjà fait des tests qui étaient vraiment concluants. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion parce que la crise ne se prête pas à ça et que personne n'a la tête à la pivoine. Ça doit être pas mal. C'est très très bon, c'est très très bon, c'est très délicat et on a l'impression que c'est meilleur quand on se vaporise et on s'asperge avec. Mais finalement, même au goût, quand c'est subtil et vraiment un petit appel du pied comme ça, c'est très très bon, vraiment. D'ailleurs, justement, ça me fait penser, est-ce que quand tu fais de l'hydrolat de fleurs, etc., est-ce que tu récupères en fait le goût, le même goût de l'odeur que ça a, ou est-ce que le goût est un peu modifié? Oui, je récupère toujours. Oui, ça se sent d'ailleurs. Là, je viens de te faire sentir. Enfin bon, après, tu feras le test quand tu seras vraiment dans un cadre où il y aura des fleurs. Tu verras que c'est assez fiable, ouais. Ouais, c'est assez fidèle, je dirais, ouais. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt printemps ou été? Printemps. Plutôt fruits secs ou fleurs? Il faut faire un choix. Oh là là, fleurs. Plutôt crème ou eau florale, justement? Crème. Amande ou noisette? Noisette. Et enfin, crème Sancho ou crème pitaya? Pitaya. Est-ce que tu peux rappeler du coup les parfums de la crème pitaya? Comme la crème Sancho, on en a un peu parlé. Mais... Alors, la crème pitaya, elle est composée de noix de macadamia, fruits du dragon, donc pitaya, qui porte son nom, pamplemousse rose et mûre. Et c'est une crème que j'ai travaillée parce que la couleur me rappelait beaucoup l'association Ruban Rose, qui lutte contre cette maladie horrible. Et sur chaque pot vendu, il y a 5 € qui sont reversés à Ruban Rose. Oui, dans le cadre de la lutte contre le cancer. C'est super chouette. Ouais. J'aime beaucoup Pitaya parce qu'elle est vraiment sympa. Le matin, c'est toujours le matin, les réveils sont tellement compliqués. Tu vois ta journée qui commence. Donc la petite pointe de rose, elle est super sympa et j'aime beaucoup cette crème. Elle est vraiment bonne. Donc toi, ça serait ta recommandation de la crème parfaite pour commencer sa journée? Oui, ça peut être sympa parce qu'après, une fois que tu auras rajouté tes fruits frais ou ton lait d'avoine ou que sais-je, ça suffit largement. Eh bien écoute, merci beaucoup Faten. Merci à toi Léa, merci d'être venue à ma rencontre. Non, c'est moi qui te remercie. Et d'ailleurs, toutes ces crèmes sont délicieuses, donc je vous invite vraiment à les goûter parce que ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu.
Et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de la chocolatière Sandrine Chapaz. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!